merci à vous, chers collègues, de m'avoir invité et merci à l'AMCAR de m'offrir cette opportunité de voyager un peu de façon virtuelle, certes, mais me sentir un peu au Maroc ce soir, c'est très agréable. Sachez aussi que vous me faites un honneur particulier et d'ailleurs, je vais garder précieusement cette affiche où je partage l'affiche avec Jean-Luc, comme dirait Nazareno Gallier. Je suis très honoré de pouvoir être invité et partager l'affiche avec lui. Alors évidemment, moi je suis un peu présomptueux puisque Jean-Luc avait commencé en disant qu'on pourrait parler que c'était une soirée, bien sûr, sur l'hémodynamique. Je n'exclus pas l'échocardiographie dans cette discussion, mais c'est vrai que j'ai choisi comme titre effectivement l'évaluation hémodynamique en me centrant sur l'hémodynamique par cathétérisme cardiaque, mais aussi parce que je savais que je m'adressais à un public averti et de cardiologues. Je vais essayer de vous donner quelques autres éléments qui sont au-delà de ce que l'on peut faire en cathétérisme cardiaque, j'allais dire de base. Jean-Luc l'a fait et j'ai aussi le plaisir de le faire, c'est de faire un petit rappel, cette fois-ci pas que de base, mais aussi un rappel historique. Et d'ailleurs, c'est un rappel historique qui justifie d'ailleurs que je m'excuse à l'avance, puisque ce que je vais vous dire là néglige complètement les travaux d'un très grand chercheur qui s'appelait Ibn al-Nafis, qui a été actif au XIIe siècle, qui était originaire d'Égypte et qui avait été le premier à décrire la circulation pulmonaire, mais ses travaux ont été méconnus. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on reconnaît la paternité de la description de la circulation pulmonaire à Michel Servet, qui était espagnol et qui a vécu avant de mourir à Genève, exécuté sur ordre de Calvin, donc par la ville de Genève, pour hérésie, et qui, dans son ouvrage, a été le premier à décrire la circulation pulmonaire. Il aura quand même fallu près de 80 ans pour que William Harvey décrive la circulation et nie finalement les thèses de Galien qui dataient du IIIe siècle, disant que la circulation était effectivement un circuit fermé qui aujourd'hui est une évidence pour nous tous, mais jusqu'au XVIIe siècle, on avait la certitude que le sang était sécrété par le foie, était exhalé sous forme d'humeur par la respiration et la transpiration. Et en fait, il aura fallu l'arrivée, comme pour l'HTAP, d'un messie italien, puisque Marcello Malpighi, à la toute fin du XVIIe siècle, grâce à un outil fantastique qui était le microscope, a pu mettre en évidence l'existence des capillaires et ainsi démontrer les thèses de Michel Servet, de William Harvey, disant que le sang pouvait traverser les organes via ces tout petits vaisseaux que sont les capillaires pulmonaires. Alors, quand on parle d'hypertension pulmonaire, effectivement, je suis heureux de prendre la suite et avec transition de l'exposé de Jean-Luc pour rappeler effectivement que la définition, elle est hémodynamique et donc elle est faite par le cathétérisme cardiaque. Donc, quand on demande dans le milieu de l'hypertension pulmonaire quelle est l'importance du cathétérisme cardiaque, on sait aujourd'hui que pour le diagnostic, on n'a encore pas trouvé de meilleure option que d'aller mesurer directement dans le tronc de l'artère pulmonaire. Alors, comme vous le savez, il y a des cathétériseurs dans l'auditoire. On utilise un abord jugulaire, antécubital ou fémoral. Ici à Genève, on est maintenant convaincu que plus de 90% de nos patients sont cathétérisés via antécubital pour des raisons pratiques et de confort du patient aussi pendant l'examen. Il ne faut pas oublier que finalement le cathétérisme cardiaque est une discipline jeune, puisqu'elle a été finalement découverte à la fin des années 20 par Werner Forssmann, qui a d'ailleurs fait une radiographie de son propre thorax après insertion d'une sonde vésicale, et qui pour ça d'ailleurs a été viré de son hôpital, comme quoi on a parfois raison trop tôt. Bien sûr, le cathétérisme a ensuite été développé, et puis c'est par ce développement que Werner Forssmann, avec Dickinson Richards et Henri Cournant, ont reçu en 1956 le prix Nobel de médecine ou de physiologie pour la découverte et le développement du cathétérisme cardiaque droit. Donc, effectivement, la définition, elle a été déjà discutée avec Jean-Luc précédemment. C'est une hypertension pulmonaire quand la pression pulmonaire moyenne est supérieure ou égale à 25 mm de mercure dans la paix.
Ce sont les définitions actuelles, hein, toujours valides dans les guidelines publiés en 2015. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'on sait bien aujourd'hui, hein, que les pressions pulmonaires normales, hein, du sujet sain sont autour de 14-15 mm de mercure avec plus ou moins 3 de déviation standard. Vous voyez aussi sur ces données qu'entre la PAP diastolique et la pression de wedge, qui est un reflet indirect, comme vous savez, de la pression de l'oreillette gauche, il y a un gradient qui est très faible de l'ordre de 1 mm de mercure, que le débit cardiaque moyen d'un sujet sain est autour de 7 litres et donc que les résistances vasculaires pulmonaires sont autour de l'unité Wood. Je ne passe pas de temps sur cette définition de l'hypertension pulmonaire qui a été bien sûr présentée par Jean-Luc juste avant et qui confirme que effectivement la complexité arrive quand il y a une composante post-capillaire qui est le cas, j'allais dire malheureusement, mais de fait, chez la vaste majorité des patients qui rentrent en salle de cathétérisme cardiaque. Alors une question s'est posée et a été longuement débattue en 2018 au congrès, au symposium mondial de l'hypertension pulmonaire. Le débat était vif et puis il était effectivement question de ramener la définition de l'hypertension pulmonaire avec des valeurs de PAP moyenne au-dessus de 20 mm de mercure. Alors ça a été l'objet de discussions qui se sont relayées aussi dans les journaux très lus, hein, puisque vous avez des grands auteurs de l'hypertension pulmonaire qui se sont un tout petit peu écharpés par voie d'éditoriaux interposés sur oui, il faut bien sûr corriger cette erreur de longue date que l'hypertension pulmonaire existe au-dessus de 20, et puis d'autres qui proposent que ça ne vaut pas la peine de réécrire les textbooks pour 4 mm de mercure. J'avoue que je n'ai pas la prétention de résoudre le débat et j'attends avec impatience les guidelines qui devraient, j'espère, sortir bientôt. Mais quand même rappeler que, étant pneumologue, on utilise ce qu'on appelle les Z-scores, donc les déviations standards, pour déterminer la normalité, notamment s'il y a ou pas un trouble ventilatoire obstructif en spirométrie. Et on sait qu'avec moins 1,64 déviations standards, on capte 90% d'une population. Et donc, on suppose que si vous avez un curseur qui correspond au résultat d'un sujet, si ce curseur est ici, le sujet n'a pas de trouble ventilatoire obstructif. S'il est ici, il y a une obstruction, donc le résultat est anormal. Alors, je vous propose de faire le même travail en réfléchissant avec la pression pulmonaire moyenne. J'ai même offert plus de latitude puisque j'ai élargi à 3 déviations standards, quasiment, hein, la possibilité, et en disant qu'on va capter avec moins 1,96, donc moins 2 déviations standards, plus ou moins 2, on va capter 95% d'une population normale. Et si vous avez 25 de PAP moyenne, vous êtes ici. Donc, vous avez déjà des valeurs de pression qui sont très, très anormales. Je dirais même que si vous avez 21, vous êtes encore ici. Donc, probablement qu'il y a une vraie justification à discuter des valeurs de pression. Mais quand on fait de l'hémodynamique, un de mes maîtres dans le domaine de l'hypertension pulmonaire, et chez qui je me suis formé en partie, a dit « We don't care about pressure ». Et en fait, bien sûr, parce qu'on a aussi les résistances. Et comme vous l'avez vu, les résistances vasculaires pulmonaires sont déterminées à partir de la pression pulmonaire, de la pression de wedge, mais aussi du débit cardiaque. Et si on fait le même exercice pour 3 unités Wood de résistance, eh bien le curseur sort de l'écran. Donc on a une forme de garde-fou en disant que oui, la PAP moyenne à 21 mm de mercure est anormale, mais l'hypertension pulmonaire est précapillaire si les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 3 unités Wood. Et pour essayer de vous convaincre de ce bien fondé, je vais vous donner un exemple, hein. Vous considérez un sujet qui a 21 mm de mercure de PAP moyenne, et puis il a une pression de wedge qui est strictement normale et qui oscille entre 8 et 12 mm de mercure. Dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura un gradient transpulmonaire qui va de 9 à 13 mm de mercure. Alors si on utilise une expression schématique en mettant le gradient transpulmonaire en ordonnée, en mettant le débit cardiaque en abscisse, et qu'on a un débit cardiaque normal, eh bien vous voyez bien que si on considère cette ligne pointillée qui est de 3 unités Wood de résistance, eh bien, que l'on ait 9 ou 13 de gradient transpulmonaire, on reste avec une hémodynamique qui est considérée comme normale puisque les points rouges sont en dessous de la ligne pointillée. Ce qui signifie aussi que pour rentrer dans la définition proposée hémodynamique
d'une hypertension pulmonaire précapillaire, il faut que le débit cardiaque soit effondré. Le sujet qui a un gradient transpulmonaire avec 13 mm de mercure doit avoir un débit cardiaque inférieur à 5 litres et probablement inférieur à 3 litres si le gradient transpulmonaire est de 9 mm de mercure. Donc vous avez un garde-fou, je dirais, dans la définition qui est intéressant puisque pour avoir 3 unités Wood de résistance en n'ayant que 21 mm de mercure de pression, il faut quand même avoir un débit cardiaque extrêmement bas. Alors, bien sûr, dans l'évaluation hémodynamique par cathétérisme, il y a un intérêt supplémentaire aux simples valeurs de repos, c'est qu'on peut se poser la question de l'intérêt des valeurs de pronostic à l'effort. Et je vais dire quelques mots parce que c'est un des sujets que j'affectionne sur l'évaluation hémodynamique à l'effort. On a montré ça dans le RJ en 2016, que si vous prenez une série de patients, vous avez près de 300 patients qui ont des hémodynamiques dites normales, réputées normales, mais qui ont une pression pulmonaire moyenne entre 21 et 24. Ce sont les 4 colonnes jaunes ici. Si à ces sujets-là, vous leur faites une mesure hémodynamique à l'effort, eh bien, chez 85% de ceux qui ont entre 21 et 24, ils se retrouvent ici, vous allez avoir une hémodynamique anormale à l'effort, qui va donc découvrir soit une maladie de type hypertension pulmonaire post-capillaire, dans le cas d'une cardiopathie gauche, par exemple, ou des traits en faveur d'une hypertension pulmonaire précapillaire ou une tendance à cette maladie, typiquement dans les maladies thromboemboliques chroniques du poumon, sans hypertension pulmonaire de repos. Donc, on remarque que l'évaluation hémodynamique par cathétérisme a une importance capitale parce qu'elle permet de détecter avec beaucoup de finesse certaines situations pathologiques. Bien sûr, pour être précis, on a besoin d'un débit cardiaque précis. Et là, c'est un autre sujet pour moi qui fait débat depuis quelques années. Et depuis que j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, à m'intéresser à l'hémodynamique invasive, c'est que le gold standard pour déterminer le débit cardiaque, c'est le principe de Fick. Et puis, quand vous faites du débit cardiaque en salle de cathétérisme cardiaque, vous pouvez utiliser le principe de Fick. Sauf que la plupart des salles des cath labs utilisent un Fick indirect avec des mesures de VO2 qui ne sont pas faites, mais des mesures des estimations de VO2 par des tables anthropométriques. Et on sait que le gold standard est peu utilisé parce qu'il est fastidieux, c'est vrai. Alors, il y a aussi la thermodilution, bien sûr, qui est un grand progrès et qui nous permet d'avoir des mesures de débit cardiaque. Mais je vous montre quand même ce travail d'un jeune collègue avec qui je travaille qui a fait une revue de les différentes méthodes de mesure de débit cardiaque et comment elles ont été validées, notamment dans l'hypertension pulmonaire. Je ne rentre pas dans le détail de ce tableau qui est un petit peu fastidieux, mais chacune des cases rouges montre que l'item n'a pas été vérifié selon des standards aujourd'hui qui seraient requis pour déterminer l'interchangeabilité entre un gold standard, la méthode de Fick direct, et une autre méthode, par exemple la thermodilution ou le Fick indirect. Eh bien, toutes les méthodes de débit cardiaque, incluant la thermodilution qui est dans ce tableau et le Fick indirect, ont été validées avec, je dirais, une exigence extrêmement modeste, en fait. Donc, on est très ennuyé parce que la mesure de débit cardiaque, on vient de le discuter, est très importante et pourtant, c'est quand même un paramètre qui est difficile à mesurer et pour lequel l'acuité et la précision de nos outils sont sûrement perfectibles aujourd'hui. Donc, il faut savoir douter de notre cathétérisme et de regarder les courbes et d'être présent en salle de cath, ça reste effectivement quelque chose d'important. Je profite d'un cas clinique très simple. Vous avez ici une jeune femme de 36 ans qui a une hypertension pulmonaire qui est suspecte d'HTAP parce qu'elle a une suspicion de forme héritable avec une mutation BNPR2 et puis elle rentre en salle de cathétérisme cardiaque et puis vous avez effectivement ici une hypertension pulmonaire précapillaire sévère qui remplit toutes les définitions avec des résistances vasculaires pulmonaires à 9 unités Wood, donc c'est vraiment très élevé. Et puis, vous savez que, et c'est un autre élément d'importance de l'évaluation par cathétérisme cardiaque, c'est qu'on peut faire un test de vasoréactivité. Dans mon centre, comme dans le centre où je me suis formé, on utilise le NO, on peut utiliser d'autres molécules comme l'époprosténol. L'avantage du NO, c'est que ça coûte pas cher et que c'est très très vite assimilé par quelques respirations. Donc en quelques minutes, vous avez la réponse à la question de la vasoréactivité dont vous vous souvenez qu'elle peut être déterminée avec des critères qu'on va reprendre ensemble juste avant. Au test de vasoréactivité, cette jeune patiente va avoir une pression pulmonaire qui descend à 38 mm de mercure.
Pourtant, comme vous le voyez, ces résistances vasculaires pulmonaires ne descendent pas de façon significative. Vous voyez qu'on passe de 9 à 8,6 unités Wood. Donc, de toute évidence, le tableau hémodynamique est inchangé chez cette patiente, puisque pour définir la vasoréactivité, vous devez réduire votre pression pulmonaire moyenne de plus que 10 mm de mercure pour qu'elle s'établisse en dessous de 40, ce qui était probablement le cas de cette patiente. Mais par contre, il faut que le débit cardiaque soit inchangé ou il augmente. Ce qui n'était pas le cas de cette patiente, donc elle n'était pas candidate aux anticalciques comme traitement de son hypertension pulmonaire. Autre élément qui renforce la nécessité d'une exploration hémodynamique complète, combinée écho et cathétérisme cardiaque, c'est le vieillissement de la population hypertension pulmonaire. Vous avez ici un travail qui a été fait par Grégory Béra en 2016 de revue des différents registres internationaux qui sont prestigieux et qui rapportent les cas d'hypertension pulmonaire et particulièrement d'HTAP. Et vous voyez que d'ailleurs le registre suisse est un des derniers publiés, mais montre quand même que l'âge moyen des patients à l'inclusion, si on part de la cohorte NIH historique de 1987, l'âge moyen des patients ne cesse d'augmenter. Alors peut-être que la maladie change, mais peut-être aussi qu'on pense plus, et donc on est probablement en partie responsable, ou plutôt des grands maîtres Jedi comme Jean-Luc et consorts ont participé à faire porter le message de l'hypertension pulmonaire, et on diagnostique peut-être plus facilement l'hypertension pulmonaire. Pourtant, il y a beaucoup de pièges qu'on peut éviter. Je vais vous montrer un exemple aussi banal, qui ne rentrerait pas dans la nouvelle définition de l'hypertension pulmonaire. C'est un patient de 65 ans qui est en léger surpoids et qui présente une échocardiographie qui suggère la probabilité d'une hypertension pulmonaire. Et en salle de cathé, eh bien, on obtient ce résultat avec une PAP moyenne à 25, donc qui rentre dans la définition de l'hypertension pulmonaire, avec une wedge à 11 mm de mercure. Par contre, comme vous le voyez, et c'est l'apport de la résistance vasculaire pulmonaire à 3 unités Wood, c'est que déjà ici, vous pourriez douter de l'hypertension pulmonaire précapillaire parce qu'on a une résistance vasculaire pulmonaire calculée à 2,5 unités Wood. Alors, qu'est-ce que l'on fait chez ce patient qui présente des courbes de KT qui sont, j'ose dire, assez propres, même si vous êtes cardiologue, donc je ne vous fais pas la peine de voir qu'il y a un trouble du rythme auriculaire chez ce patient qui est en flotteur ici, avec une pression de wedge qui est tout à fait acceptable. Si on fait un challenge volémique, donc on va instiller en intraveineux 500 ml de NaCl 0,9% à ce patient et qu'on refait des mesures, eh bien on voit apparaître une volumineuse onde V qui change un tout petit peu la donne, parce que si on regarde maintenant son hémodynamique après remplissage, on voit que ce patient, certes, a toujours une hypertension pulmonaire, mais maintenant qu'il a une pression de wedge qui est en moyenne à 25 mm de mercure. Donc on a découvert, démasqué chez ce patient qui a des résistances vasculaires pulmonaires normales, une cardiopathie gauche qui est à l'origine de son hypertension pulmonaire. Donc ça, c'est un apport aussi du cathétérisme cardiaque chez ces patients. Ça, c'est un travail que nous avions fait en 2013 avec Yochai Adir, qui travaille en Israël et qui avait compilé et matché des patients avec HTAP versus des patients avec une hypertension pulmonaire sévère dans un contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et vous voyez que ces patients, effectivement, sont des patients plutôt âgés, qui ressemblent un tout petit peu à l'âge moyen de nos cohortes aujourd'hui de grands registres internationaux de l'HTAP. Ils ont des hypertensions pulmonaires sans aucun doute qui sont sévères et bien sûr qui sont pour les HTAP précapillaires, bien sûr, avec des wedges plus élevés pour les patients qui ont des combines pré- et post-capillary. Mais si vous regardez maintenant le gradient transpulmonaire, il est effectivement très élevé chez ces deux cohortes. Par contre, le gradient diastolo-pulmonaire, donc la différence entre la PAP diastolique et l'oreillette gauche, dont vous vous souvenez au tout début de ma présentation, qui était de l'ordre de 1 mm de mercure, ici, chez certains de ces patients, est probablement du même ordre. Donc probablement que même ces patients qui ont 50 de moyenne peuvent avoir, pour certains d'entre eux, une composante post-capillaire pure. J'en veux pour preuve que si vous mettez deux patients, un avec un HTAP, l'autre avec une cardiopathie gauche en salle de KT, eh bien, ils peuvent les deux se retrouver avec des résistances au repos sur une ligne qui est à 4,5 unités Wood. Donc, on dit oui, il y a des résistances pulmonaires élevées. Mais si vous leur faites faire un ICPET, donc un invasive CPET, donc vous mesurez l'hémodynamique à l'effort avec tout simplement un cycloergomètre installé sur la table de cathétérisme cardiaque en faisant des paliers progressifs pour acquérir différents points à l'état stationnaire hémodynamique, eh bien, vous observez que le comportement de ces deux patients est très différent.
Et donc, le cathétérisme cardiaque droit, non seulement au repos, mais en plus à l'effort, permet de différencier plus facilement ces patients. On sait bien qu'il est possible d'avoir des pressions pulmonaires à l'effort supérieures à 30 mm de mercure. Pour autant, à l'effort, vous ne devrez pas avoir de résistance pulmonaire qui dépasse les 3 unités Wood. Et on le voit très bien dans ce très joli travail de Gabor Kovacs, publié en 2012, que des sujets sains, ici il ne s'agit que de sujets sains, que la réponse hémodynamique donc peut être plus que 30 mm de mercure, mais ce sont quasiment toujours des patients qui sont capables de développer des débits cardiaques très élevés, donc des résistances qui restent en deçà de 3 unités Wood. De même, et ça on l'avait montré avec Philippe Hervé en 2015, que vous avez ici une cohorte de patients, les blancs et jaunes sont des patients dits sujets sains, et les rouges et noirs sont des patients chez qui on va démontrer la présence d'une anomalie, qu'elle soit d'une cardiopathie gauche ou d'une maladie vasculaire pulmonaire. Et on voit qu'à l'effort, ces sujets qui ont tous des hémodynamiques de repos normales vont se comporter très différemment. Et d'ailleurs, tous les patients, ou presque rouges et noirs, se retrouvent dans le quartier ici, qui est plus que 30 mm de mercure à l'effort et plus que 3 unités Wood à l'effort. Donc, il y a vraiment une capacité de différencier ces patients. Et depuis, le RJ a publié des propositions, un statement de l'ERS qui dit que quand vous êtes dans la zone bleue à l'effort, vous êtes globalement un patient qui a une réponse hémodynamique normale, en particulier dans la zone A, si vous avez moins que 3 unités Wood et moins que 30 mm de mercure de PAP moyenne à l'effort. Donc, il y a vraiment un apport de l'hémodynamique à l'effort. Je vais vous donner un exemple de pratique courante d'une de nos patientes qui est ici évaluée en scanner thoracique avec acquisition en double énergie. Donc, vous avez une cartographie iodée qui montre la perfusion du parenchyme pulmonaire qui est très pauvre ici dans ce lobe inférieur gauche. D'ailleurs, si on regarde son angiographie, on voit qu'une absence totale de perfusion du lobe inférieur gauche et puis des défects perfusionnels qui sont assez classiquement vus dans les patients avec hypertension pulmonaire post-embolique. Pourtant, cette patiente a une hémodynamique de repos normale. Vous avez ici la fameuse pente à 3 unités Wood et puis elle se place ici avec une PAP moyenne à 11 mm de mercure au repos. Par contre, dès qu'on va faire une hémodynamique à l'effort, cette patiente se place dans le fameux quartier interdit, si j'ose dire, qui est le quartier de réponse anormale à l'effort. Chez cette patiente qui donc n'a pas d'hypertension pulmonaire de repos, on a proposé un traitement par angioplastie des artères pulmonaires. Vous avez ici un exemple d'une de ces images. On voit ici très bien la thrombose dans l'artère pulmonaire inférieure, lobaire inférieur gauche, qui après angioplastie percutanée va permettre une restauration du flux et une restauration de la perfusion de son parenchyme. On fait aussi un traitement du poumon droit que je ne vous montre pas ici, mais l'hémodynamique de repos reste inchangée après traitement. Par contre, cette patiente a retrouvé une diminution de ses symptômes qui était l'essoufflement à l'effort et une hémodynamique qui est quasiment normalisée, voire normalisée. Ici, c'est des points bleus. On est 6 mois après la dernière séance d'angioplastie chez cette patiente. Donc, on voit très bien qu'avec l'hémodynamique d'effort, on peut découvrir plus facilement le spectre hémodynamique des patients. Et d'ailleurs, ça a aussi été fait par d'autres que nous en 2018, cette publication qui montre le rôle de l'endartérectomie qui reste le traitement curateur dans la CITEF. Et on voit les patients rouges avant chirurgie et verts à post-chirurgie qui récupèrent une bonne partie de leur hémodynamique à l'effort en rappelant que les points noirs représentent les patients dits sujets sains. Donc, on n'a pas complètement normalisé l'hémodynamique, mais on a largement amélioré cette hémodynamique alors qu'on aurait pu croire que l'amélioration était ténue pour des patients qui avaient des hémodynamiques limite normales au repos. L'intérêt, ce n'est pas que de traiter les chiffres. On voit très bien que, d'ailleurs, dans cette étude-là, les patients présentent aussi une amélioration significative de leur essoufflement, ce qui reste bien sûr notre objectif principal ou un de nos objectifs principaux quand on s'occupe de patients avec hypertension pulmonaire. Un des derniers points que j'aimerais aborder avec vous, c'est le rôle aussi pronostic potentiel du cathétérisme cardiaque droit à l'effort. Et j'aime beaucoup cette publication d'Ari Shawat qui a été éditée dans le RJ en 2014, qui montre que discriminer des patients qui ont une HTAP sévère, puisqu'ils ont des classes fonctionnelles pour la plupart en classe fonctionnelle 3 ou 4, avec des index cardiaques abaissés, et c'est certes seulement 43 patients, mais j'allais dire c'est déjà 43 patients. Et définir la mortalité de ces patients par rapport à leur index cardiaque de repos est quasiment pas possible entre avoir plus que 1,9 ou moins que 1,9 d'index cardiaque. Par contre, ceux
qui ne sont pas capables d'élever leur index cardiaque au-dessus de 2,4 à l'effort, on voit ici qu'ils ont une surmortalité et un pronostic extrêmement défavorable. Donc là aussi, il y a un facteur pronostic potentiel qu'on peut expliquer d'ailleurs, hein, parce que si vous comparez des sujets sains et regardez le comportement de leur fréquence cardiaque en haut et de leur volume d'éjection, on voit que dans les deux cas, à l'effort, le 0 étant le début de l'effort, il y a une augmentation de ces deux paramètres à l'effort comme on l'attend et que la physiologie nous le dit. Chez les patients avec des hypertensions pulmonaires précapillaires sévères, certes, il y a une tachycardisation qui existe, mais le débit cardiaque dépend essentiellement de la fréquence cardiaque. Et on voit très bien ici que le volume d'éjection n'augmente pas à l'effort chez ces patients. Notamment, on l'a bien compris, Jean-Luc vous a montré des images d'échocardiographie, je vous montre ici des images d'IRM. On voit chez le sujet sain et le sujet avec HTAP qu'il y a ici un bombement du septum interventriculaire qui comprime le ventricule gauche et qui, bien sûr, empêche l'augmentation du volume télédiastolique du ventricule gauche. Pour aller plus loin dans l'évaluation hémodynamique que le cathétérisme cardiaque, je dirais, et d'ailleurs j'étais très intéressé par les images écho que Jean-Luc a montré, notamment avec le notching sur le flux pulmonaire, parce qu'on voit ici chez des patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire, si on est capable de reconstruire aujourd'hui en IRM, en flux 4D, le flux dans l'artère pulmonaire au cours du cycle cardiaque, on a l'impression vraiment qu'il y a un flux laminaire au cours de la systole. Si vous avez des patients avec des dilatations de l'artère pulmonaire et des pressions pulmonaires très élevées, ici des résistances à quasiment 9 unity Wood, on voit apparaître en IRM des vortex, des turbulences dans le tronc de la paix qui peuvent bien sûr participer à la diminution de la capacité résistive du lit vasculaire pulmonaire et augmenter donc sa résistance aussi par ces turbulences qui sont moins efficientes sur le plan hémodynamique. D'ailleurs, on a une corrélation ici qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est quand même intéressante entre la quantité de vortex et la valeur de PAP moyenne. Et on a une corrélation qui est probablement pas linéaire, peut-être même qu'elle est exponentielle, mais en tout cas, il y a une relation entre la quantité de vortex et la pression pulmonaire que l'on remarque chez ces patients-là. N'empêche que, est-ce qu'on change de paradigme? Je ne sais pas, mais il n'y a rien eu pendant des siècles, et puis ensuite il y a eu le cathétérisme cardiaque qui nous a apporté beaucoup de choses en complément de l'échocardiographie. Et puis avec les années, on a développé les méthodes invasives, comme vous avez vu, et puis aussi des méthodes non invasives dont font partie l'échocardiographie avec des raffinements extrêmement importants. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, on pourrait peut-être, avec les IRM et avec les nouveaux produits utilisables, se passer complètement des mesures invasives. Mais j'aimerais quand même rappeler ici qu'à l'instar de ce disque, eh bien, parfois, les vieilles recettes ne sont pas forcément les plus mauvaises. D'ailleurs, si on parle de disques vinyles, je ne sais pas si vous en faites partie, mais regardez l'évolution des ventes de vinyles depuis 2006 aux États-Unis, où on a vraiment aussi une progression exponentielle de ces ventes de vinyles. Tout ça pour dire que quand c'est bien, il ne faut pas l'oublier parce que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la bonne soupe. En conclusion, je vous dirais que le cathé droit, c'est simple, c'est sûr, et c'est aujourd'hui le meilleur outil pour établir l'hémodynamique des patients avec l'échocardiographie comme dépistage pour le diagnostic de l'HTAP. Et bien sûr que l'évaluation doit être faite dans des centres experts. Et l'avantage du challenge liquidien et de l'exercice permet de mieux comprendre le comportement du lit vasculaire pulmonaire et peut-être même de définir des facteurs prédicteurs et d'anomalies chez des patients qui ont des hémodynamiques de repos normales. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de m'avoir écouté.